Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits changements visuels pour se mettre aux couleurs de Noël, mais rassurez-vous, on va pas changer la formule puisqu'on va toujours résumer l'actualité en une dizaine de minutes autour du développement mobile. Et aujourd'hui, on va se parler de plusieurs sujets autour d'Android, des permissions, du machine learning et même du télétravail. Allez, on est parti! On commence par la sortie d'Android 13 sur les télés, et alors si vous êtes comme moi et que vous ne comprenez rien à la logique de Google, eh bien bienvenue au club, car Android 13 pour les smartphones et les tablettes c'est sorti le 15 août, Wear OS c'est un peu un déploiement continu, et Android Télé ça arrive finalement 4 mois après. Et d'ailleurs si je rajoute Chrome OS là-dessus, il y a des versions carrément mensuelles, du coup c'est très difficile de suivre. Mais bon, on va mettre ça de côté, et qu'y a-t-il finalement de nouveau dans la version TV d'Android 13, car bien sûr on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que sur la version normale, et comme vous le voyez finalement ça va tenir en 3 paragraphes. Alors les plus intéressantes pour nous c'est l'ajout d'une API qui permet de gérer les différentes déclinaisons des claviers externes, avec notamment notre exception française et l'AZERTY, et il y a également des infos sur le type de sortie audio avant que le son ne soit joué, ce qui va permettre de privilégier certains codecs en amont, et les utilisateurs peuvent aussi activer l'audio description au niveau du système, ce qui va nous éviter de le demander dans chacune des applications, et finalement c'est à peu près tout ce qui est intéressant. Alors pour le moment vous pouvez utiliser soit l'émulateur Android Télé, soit prendre un kit ADT3, le seul inconvénient c'est qu'il faut l'acheter à Hong Kong, et je crois d'ailleurs qu'il y a quelques petits frais de douane à payer au passage. Alors pour ce qui est du déploiement des mises à jour sur les télés, j'en ai finalement aucune idée parce que ça va être un peu au cas par cas. Le seul exemple que j'ai c'est Nvidia avec sa Shield qui la maintient depuis de nombreuses années, et parfois ils ont sauté certaines versions du système, donc on va voir est-ce que ce sera le cas ici aussi. Et maintenant on va se parler d'une modification qui semble anodine sur le papier, à savoir qu'auparavant Google Maps était hébergé sous un sous-domaine de Google, c'est-à-dire maps.google.fr par exemple, mais désormais le serveur est disponible sur google.fr/maps. Alors quelles conséquences me direz-vous? Eh bien si vous accordez la permission d'accès à votre position, elle est activée pour l'ensemble du sous-domaine. Donc auparavant, seuls les sites en maps.google y avaient accès, ce qui semblait donc logique, alors que désormais tous les sites de Google peuvent le faire. Et par exemple, ça concerne la recherche, qui peut elle aussi se servir de votre position GPS pour affiner les résultats et donner des résultats géolocalisés. En l'état, c'est difficile de savoir si Google l'a fait pour cette raison, mais du coup faites bien attention désormais sur cette notion de partage de position, et on va espérer que l'on puisse un jour réduire finalement le scope d'utilisation des permissions à une seule page plutôt qu'à un domaine. Et pour ce dernier sujet, avant les actualités en bref, vous vous souvenez peut-être de Google Duplex, qui était une IA présentée lors d'une Google I/O et qui était capable de prendre des rendez-vous à votre place par téléphone. Alors le système continue de fonctionner et sert par exemple aujourd'hui à confirmer les horaires d'ouverture des magasins sur Maps, et d'ailleurs vous avez la petite info sur l'application, mais il existe aussi une déclinaison bien moins connue sur le web, et je crois d'ailleurs uniquement disponible aux États-Unis. Le concept, c'est qu'en interrogeant l'assistant Google, il était par exemple possible qu'il remplisse des formulaires d'une page web à votre place. Il peut également passer des commandes, ou même dans les exemples qu'il citait, louer une voiture. Mais le service était au final peu connu, était limité au web et demandait des adaptations au site, et qu'ils n'ont finalement pas mis en place. Verdict, un service de plus de Google au cimetière, puisqu'il n'est plus disponible depuis le 1er décembre. Allez, on prend une première pause pour les actualités en bref, et bonne nouvelle, pas d'Elon Musk aujourd'hui, et vous noterez d'ailleurs quelques petits changements visuels et sonores, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La santé est un domaine sur lequel Apple appuie beaucoup avec son Apple Watch et n'hésite pas à mettre en avant les histoires de personnes sauvées par la technologie. Et bien, avec la communication par satellite des iPhone 14, la première vient de tomber puisqu'un conducteur de motoneige s'était perdu en Alaska. Il a alors pu utiliser la fonctionnalité et être secouru par les informations relayées par son téléphone. Une belle histoire au final. L'ARCEP est l'autorité de régulation des télécoms en France, et ils ont mené une grande campagne d'inspection autour du réseau de fibre optique. Il en ressort que seule la moitié des câblages des points de mutualisation visités respectent, je cite, les règles de l'art relatives à l'étiquetage des câbles et à leur organisation. De plus, l'état de câblage apparaît d'autant plus dégradé que le nombre de cordons raccordés au point de mutualisation est important. Les autres conclusions du rapport sont un peu plus encourageantes, mais ces défauts peuvent être dus au passage par des sous-traitants et des cadences imposées par le gouvernement. Que ce soit des téléphones haut de gamme comme ceux au budget plus réduit, la qualité des caméras a fait un bond en avant ces dernières années. Et cela a des conséquences sur le marché des appareils photo d'entrée de gamme, puisque les deux fabricants japonais Nikon et Panasonic viennent tout simplement de baisser les bras et d'annoncer quitter ce segment de marché.
Le magazine Marianne s'est amusé à calculer le coût de la minute d'attention pour diffuser des publicités. Dans les années 2000, le forfait Spot de Bouygues Telecom permettait de réduire sa facture en l'échange de l'écoute d'une publicité de 10 secondes toutes les 2 minutes. Cela revenait ainsi à un coût de 3 € la minute de publicité. Mais désormais, avec des services comme Netflix sans publicité à 6 € par mois, le coût est estimé à 1 centime. Cela se calcule en estimant que 300 minutes de publicité sont diffusées en moyenne pour un utilisateur et par mois, tout en ayant une réduction de 3 € sur l'abonnement avec publicité. Vous savez donc ce que vaut désormais votre temps de cerveau disponible, comme le disait Étienne Moujotte dans les années 2000. Et pour terminer cette page en bref, rien de tel qu'une petite vidéo qui refait son apparition, et lors de la sortie de Windows 95, c'était grosse ambiance du côté de Bill Gates et Steve Ballmer. Avec du recul, c'est tout de même un peu embarrassant, et je vous mets le lien en description pour que vous puissiez écouter avec la musique. Et on reprend avec un sujet qui est un véritable séisme dans le monde Android, car pour pouvoir installer une application, c'est-à-dire un APK, il faut obligatoirement le signer. Et il est toujours d'ailleurs recommandé d'une part de mettre des mots de passe complexes, mais d'autre part et surtout de ne jamais diffuser le Keystore car quelqu'un pourrait se faire passer pour vous. Et en parallèle, les fabricants de smartphones, de tablettes ont leurs propres applications, sachant que sur Android, il existe dans le système une application qui s'appelle Android et avec un certificat dédié. Et cette fameuse application, elle est exécutée avec les permissions système. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, certaines permissions sur Android sont inaccessibles pour nous, développeurs d'applications classiques. Par contre, pour celle du système, c'est en toute logique open bar. Or si une application arrive à avoir la même signature que cette fameuse application qui a les permissions système, toute la sécurité tombe. Alors certes, c'est pas aussi fort que le root, mais c'est très proche. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on apprend que les clés ont été compromises pour, écoutez bien, Samsung, LG, le fabricant de processeurs Mediatek et une marque spécialisée dans la marque blanche qui s'appelle RevoView. Du coup, certains malwares peuvent maintenant être signés avec la même clé que le système, et je vous laisse donc imaginer la suite. Mais en vrai, il n'est même pas obligé de faire une nouvelle application, car en reprenant le code d'une application existante, en la modifiant un tout petit peu et en la resignant, il est alors totalement possible de berner les utilisateurs. Et chez Samsung par exemple, ça va concerner l'application Samsung Pay, Bixby, l'application téléphone et bien d'autres sont touchés. Pour ce qui est de Samsung toutefois, ils ont une déclaration qui est un peu ambivalente. Alors comme vous pouvez le voir ici, ils affirment que leur clé est dans la nature depuis 2016, mais qu'ils n'ont jamais eu de problème de sécurité avec et qu'ils continuent a priori de l'utiliser. Alors honnêtement, si c'est ça, on est vraiment devant un énorme problème, d'autant qu'ils vantent les mérites de leur solution Knox, qui est justement censée être ultra sécurisée. A priori, les applications qui ont été repackagées n'ont pas été diffusées sur le Google Play, mais sur le site APK Mirror, oui, donc faites bien attention. Et la recommandation de Google, et en général, c'est de laisser Play Product activé, car ça permet de vérifier justement ce type de problème. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il existe ce qu'on appelle l'APK Signature Scheme V3 et qui permet de changer la clé utilisée par une application lors d'une mise à jour, et c'est notamment obligatoire si on veut publier sur le Google Play. Mais vu que les applications système sont par définition déjà embarquées dans le système, elles n'ont pas cette obligation. Du coup, on est un peu dans une sorte de flou monumental, mais la recommandation selon laquelle il ne faut jamais télécharger en dehors des boutiques des applications, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Alors en tout cas, faites bien passer le message autour de vous, car les journaleux, à mon avis, seront encore incapables d'expliquer ça correctement. Et sur un sujet totalement différent, sur iOS, il est possible de faire du machine learning en tirant toute la puissance des processeurs A15, A14, etc. de chez Apple grâce à CoreML. Et en parallèle, vous n'avez pas dû passer à côté du phénomène Stable Diffusion qui génère des images à partir d'un texte. Eh bien, Apple vient d'annoncer que CoreML était désormais optimisé pour Stable Diffusion, autant sur macOS que sur iOS, mais uniquement sur les processeurs ARM. Alors pour le moment, il faut les dernières versions bêta des deux OS pour en profiter, mais les performances sont assez bluffantes car sur un MacBook Air M2, il faut 18 secondes pour 50 itérations, et sur un iPad Pro M1, c'est un peu moins de 30 secondes. Autant dire qu'on devrait avoir plein d'applications autour de ce sujet désormais. Et d'ailleurs, je vous avais parlé de l'application qui s'appelle DrawThings et qui permet déjà à n'importe qui possède un iPhone de tester Stable Diffusion. Et à l'époque, le développeur avait expliqué comment il avait réussi à embarquer tout ça dans son application et c'était assez complexe. Et finalement, tout son travail n'aura pas tenu bien longtemps vu qu'Apple désormais propose une solution officielle. Et juste avant de se quitter, on en profite pour regarder les résultats du sondage de la semaine dernière sur le télétravail, sachant que j'ai trouvé une étude qui pourrait, je pense, vous intéresser pour les compléter. Alors sur les votes, pour 88% d'entre vous, le télétravail est possible avec au moins une journée à distance chaque semaine, et vous êtes même 35% à ne pouvoir faire carrément plus que du travail complètement à distance. Et ça me permet donc de rebondir sur la fameuse étude qui a été réalisée par Zoom et Indeed, qui donne les villes où les offres d'emploi se montrent le plus flexibles sur l'aspect télétravail.
et forcément ce sont plutôt des villes qui sont moins cotées pour essayer d'attirer du monde au maximum. Alors je vous affiche le top 25, sachant qu'on retrouve Brest, Montreuil qui est en région parisienne, et Saint-Étienne qui en sont aux 3 premières places. Vous avez donc ici un petit indice sur les villes à privilégier désormais pour cet aspect télétravail si vous voulez changer de boulot. Et allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que ma sélection d'actualités vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner à la chaîne, et d'ailleurs vu qu'on est le lundi, j'ai publié mes 2 newsletters sur Android et Flutter, avec les 2 liens qui sont dans la description. Allez y jeter un œil si ça vous intéresse, car bien évidemment les 2 sont gratuites, mais comme ne le dit pas l'expression, vous n'êtes pas le produit, car je m'en fous complètement de récupérer des stats sur vous. Et aussi, vu que j'ai changé le décor pour Noël, n'hésitez pas à me dire si le son et les couleurs sont relativement corrects. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, et on se dit rendez-vous demain à 7 h pour un nouveau numéro. Allez, bonne journée à tous!